Ils m'ont trompé pour signer, mais je les ai eus en premier. Elena Rodriguez s'est réveillée ce matin avec un nœud à l'estomac. À 73 ans, elle avait appris à faire confiance à son instinct, et quelque chose lui disait que ce dimanche ne serait pas comme les autres. Elle se leva lentement de son lit conjugal, le même qu'elle avait partagé avec Carlos pendant 48 ans, jusqu'à son décès il y a 2 ans, la laissant seule dans cet appartement de 3 pièces dans le quartier San Rafael. La lumière de l'aube filtrait timidement à travers les rideaux à fleurs qu'elle avait elle-même cousus il y a une décennie. Ses mains ridées, mais toujours habiles, s'accrochèrent au bord de la commode tandis qu'elle se relevait. Ses genoux craquèrent légèrement, lui rappelant que les années ne passaient pas en vain, mais son esprit restait aussi lucide que jamais, peut-être trop pour son propre bien. Elle se dirigea vers la cuisine, ses pantoufles frottant le plancher de bois que Carlos avait posé quand ils ont déménagé ici il y a 30 ans. Tout dans cette maison avait une histoire, chaque coin gardait un souvenir. La marque sur le mur où Miguel avait frappé avec son tricycle quand il avait 4 ans, la tache de peinture sur le plafond que Roberto avait laissée quand il a aidé à rénover le salon étant adolescent, le petit jardin dans la fenêtre où Carmen avait planté ses premières fleurs à l'école primaire. Elle prépara son café matinal, le rituel qu'elle maintenait depuis sa jeunesse, une cuillère de sucre, un trait de lait. Carlos plaisantait toujours en disant qu'elle pouvait faire le meilleur café du monde uniquement avec des ingrédients bon marché. Ce n'est pas le café, mon amour, lui disait-il, ce sont les mains qui le préparent. Le téléphone sonna tandis qu'elle remuait lentement sa boisson fumante. Elena regarda l'horloge dans la cuisine, 7h30 du matin. C'était tôt, même un dimanche. Ses enfants ne l'appelaient jamais si tôt, à moins que quelque chose n'aille pas. « Allô » répondit-elle d'une voix prudente. « Maman, c'est Roberto. » La voix de son fils aîné sonnait différemment, plus formelle que d'habitude. Roberto travaillait comme avocat dans un cabinet du centre-ville et avait toujours été le plus sérieux de ses 3 enfants. Même enfant, il avait cette manière de parler qui sonnait comme s'il présentait une affaire devant un juge. « Bonjour, mon fils. Est-ce que tout va bien ? Il est bientôt pour appeler. »« Oui, maman, tout va bien. Écoute, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Carmen, Miguel et moi allons venir te voir aujourd'hui dans l'après-midi. Peux-tu être à la maison à 14h ? » Elena fronça les sourcils. Ses 3 enfants ensemble dans sa maison en même temps. Cela n'était pas arrivé depuis les funérailles de Carlos, et avant cela, elle ne se souvenait pas de quand remontait la dernière fois. Généralement, il lui rendait visite séparément et seulement lors d'occasions spéciales comme son anniversaire ou la fête des mères. Les 3. Est-ce qu'il se passe quelque chose que je devrais savoir ? Ne t'inquiète pas, maman, nous voulons juste discuter de certaines choses avec toi. Il est important que tu restes tranquille, d'accord ? Cette phrase la rendit plus nerveuse. Quand quelqu'un te dit de te calmer avant que tu aies une raison de t'inquiéter, cela signifie généralement que tu devrais commencer à t'inquiéter. Roberto, tu sais que tu peux tout me dire. De quoi s'agit-il ? Nous en parlerons quand nous arriverons, maman. Seulement. Garde l'esprit ouvert, oui. Nous t'aimons beaucoup et nous voulons le meilleur pour toi. Après avoir raccroché, Elena resta debout dans la cuisine, tenant le téléphone à la main pendant plusieurs minutes. Elle connaissait ses enfants mieux que quiconque au monde. Elle les avait élevés seuls pendant de nombreuses années, tandis que Carlos travaillait de longues heures à l'usine pour maintenir la famille à flot. Elle avait été présente à chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque cœur brisé, chaque triomphe petit et grand. Roberto, son aîné, était arrivé quand elle avait à peine 20 ans, une grossesse difficile qu'il avait maintenue au lit pendant les 3 derniers mois, mais quand elle l'a eu dans ses bras pour la première fois, elle a su qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Roberto avait toujours été le responsable, celui qui s'occupait de ses frères et sœurs cadets, celui qui obtenait les meilleures notes à l'école, mais il était aussi le plus distant émotionnellement, comme s'il sentait qu'exprimer des sentiments était une faiblesse. Carmen était arrivée 3 ans après, son unique fille, la fille qu'Elena avait rêvé d'avoir pour pouvoir lui enseigner toutes les choses que sa propre mère n'avait pas pu lui enseigner à elle. Carmen était douce, mais impatiente, affectueuse, mais pratique au point d'être parfois presque froide. Elle travaillait dans une banque et avait développé cette mentalité que tout dans la vie pouvait se résoudre avec des chiffres et une planification. Miguel était le bébé de la famille, 7 ans plus jeune que Roberto, le plus émotif des 3, celui qui l'embrassait encore quand il prenait congé, celui qui l'appelait seulement pour lui demander comment s'était passée sa journée, mais il était aussi le plus influençable, suivant toujours le courant de ce que décidaient ses frères aînés. Elena termina son café et se dirigea vers la salle de bain pour prendre une douche. Pendant que l'eau chaude coulait sur ses épaules tendues, elle ne pouvait pas s'enlever de la tête le ton de Roberto. Il y avait quelque chose de définitif dans sa manière de parler, comme s'il avait déjà pris une décision et qu'il allait seulement l'en informer. Elle s'habilla avec soin,
choisissant la robe bleue dont Carlos disait toujours qu'elle faisait paraître ses yeux plus brillants. Elle peigna ses cheveux grisonnants, qui n'avaient plus la force d'être teints chaque mois comme avant. Elle se maquilla légèrement, non pas parce qu'elle était vaniteuse, mais parce que maintenir certaines routines la faisait se sentir comme si elle avait encore le contrôle sur sa vie. Le reste de la matinée passa lentement. Elena essaya de s'occuper en nettoyant la maison, qui était déjà impeccable, en organisant des papiers, qui étaient déjà organisés, en cuisinant un déjeuner qu'elle savait qu'elle ne mangerait probablement pas à cause de ses nerfs. Chaque fois qu'elle regardait l'horloge, les aiguilles semblaient à peine s'être déplacées de quelques minutes. À 11 heures, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Carmen. « Bonjour, maman, je voulais juste confirmer que tu seras bien à la maison à 14 heures. Roberto m'a demandé de t'appeler. » « Oui, Mija, je serai là. »« Carmen, peux-tu me dire de quoi il s'agit, tout ça ? Tu m'inquiètes. » Carmen soupira à l'autre bout du fil. « Maman, c'est pour ton bien. Nous en avons parlé entre nous et, bon, tu ne peux plus continuer à vivre seule. Le mois dernier, tu es tombée, la semaine dernière, tu as oublié de fermer le robinet du gaz. Ce sont des signaux, maman. » Elena sentit son cœur s'accélérer. « Signaux de quoi ? » Que tu as besoin de plus de soins. C'est vrai que le mois dernier, elle avait trébuché en descendant les escaliers de l'immeuble, mais c'était parce que le concierge avait laissé une boîte sur le palier et elle ne l'avait pas vue à cause du manque de lumière, ce n'était pas par manque d'équilibre ou de coordination, et l'histoire du gaz, bon, ça pouvait arriver à n'importe qui. Elle avait été inquiète parce que Miguel avait des problèmes au travail, elle s'était distraite, mais de là à dire qu'elle ne pouvait pas prendre soin d'elle-même, il y avait un abîme. Elena s'assit sur sa chaise préférée, un fauteuil inclinable marron que Carlos lui avait offert lors de son dernier anniversaire. De là, elle pouvait voir toute la salle, avec les photographies familiales soigneusement disposées sur les étagères, les livres qu'elle avait lus et relus, la télévision où elle regardait ses programmes préférés, la table où elle avait dîné avec sa famille pendant des décennies. Elle ferma les yeux et essaya d'imaginer ce que ce serait de ne pas avoir tout ça, où il voulait l'emmener, dans une résidence pour personnes âgées, vivre avec l'un d'eux. L'idée lui causait un mélange de panique et de tristesse qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de Carlos. À 13 heures, Elena ne pouvait plus supporter l'anxiété, elle se dirigea vers sa chambre et ouvrit le tiroir inférieur de sa commode, où elle gardait ses documents importants. Là se trouvait le titre de propriété de l'appartement, les actes qui démontraient que cet endroit lui appartenait, il y avait aussi les papiers de l'assurance vie de Carlos, son acte de mariage, les certificats de naissance de ses enfants. Tout était en ordre, comme elle avait toujours maintenu ses affaires. Elena avait appris dès son jeune âge l'importance d'avoir les papiers organisés et à jour. Sa propre mère était morte sans rien laisser de clair et Elena se souvenait du casse-tête que cela avait été de résoudre toutes les affaires légales. Pendant qu'elle révisait les documents, elle trouva une lettre que Carlos lui avait écrite peu avant de mourir, elle l'avait lue des centaines de fois, mais elle la sortit à nouveau. D'une écriture tremblante, Carlos lui avait écrit « Ma chère Elena, si tu lis ça, c'est parce que je ne suis plus avec toi, mais je veux que tu saches que je ne t'ai jamais aimé plus que je ne t'aime maintenant. Tu as été la meilleure épouse, la meilleure mère, la meilleure compagne qu'un homme puisse demander, tu as pris soin de moi quand j'étais malade sans une seule plainte, tu m'as donné 3 enfants merveilleux, tu as construit avec moi une vie dont je suis fière. Je sais que nos enfants vont vouloir prendre soin de toi quand je ne serai plus là, mais rappelle-toi que tu es une femme forte et indépendante. Ne laisse personne, pas même eux, décider pour toi de ce qui est le mieux pour ta vie. Cette maison est à toi, cette vie est à toi, prends tes propres décisions. Je t'aime pour toujours, Carlos. Elena serra la lettre contre sa poitrine et sentit les larmes commencer à éclore. Carlos avait raison, comme toujours, elle était une femme forte. Elle avait élevé 3 enfants pratiquement seule pendant qu'il travaillait, elle avait géré les finances de la maison, elle avait pris des décisions importantes sur l'éducation des enfants, sur les gros achats, sur tout ce qu'impliquait le maintien d'une famille unie. Pourquoi maintenant, juste parce qu'elle avait 73 ans, ses enfants pensaient qu'elle ne pouvait pas décider de sa propre vie? La sonnerie retentit exactement à 14 heures. Elena rangea la lettre de Carlos, sécha ses larmes et alla ouvrir la porte. Roberto était debout sur le seuil, vêtu d'un costume gris impeccable, comme s'il sortait du bureau, portait une mallette en cuir noir dans une main et une expression sérieuse sur le visage. « Bonjour, maman », dit-il en lui donnant un baiser rapide sur la joue. Derrière lui, Carmen et Miguel arrivaient. Carmen portait un ensemble élégant et tenait un grand sac à main, Miguel portait une chemise habillée et avait l'air mal à l'aise, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. « Entrez, entrez », dit Elena en essayant de garder un ton normal. « Voulez-vous du café, de l'eau, quelque chose à manger ?»« Non, maman, merci », répondit Roberto en entrant dans le salon, « nous devons parler. » Tous les 3 s'assirent sur le canapé, formant une sorte de demi-cercle devant la chaise d'Elena. Elle avait l'impression d'être dans un procès, avec ses propres enfants comme juges.
Roberto ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier manille. Maman, asseyez-vous, s'il vous plaît. Elena obéit, sentant son cœur battre plus vite. Nous avons parlé entre nous de votre situation, commença Roberto d'une voix formelle, comme s'il s'adressait à un client, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'est plus sûr pour vous de vivre seul. Elena ouvrit la bouche pour protester, mais Roberto leva la main pour l'arrêter. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Le mois dernier, vous êtes tombé dans les escaliers, il y a 2 semaines. Carmen a dû venir parce que vous aviez oublié de fermer le robinet de gaz. La semaine dernière, le voisin d'à accent grave côté nous a appelé parce que vous aviez laissé la musique très forte jusqu'à très tard, ce que vous ne faites jamais, ce qui nous fait penser que vous oubliez de l'éteindre. Ce n'est pas vrai, protesta Elena, je n'ai jamais. Maman, interrompit Carmen, nous avons aussi remarqué que parfois vous répétez les mêmes histoires quand nous parlons au téléphone et l'autre jour tu ne te souvenais pas si tu avais pris tes médicaments. Elena eut l'impression de recevoir une gifle. Depuis quand enregistrez-vous tout ce que je fais de mal? Miguel se remua mal à l'aise sur son siège. Ce n'est pas ça, maman, c'est que nous nous soucions de vous. Écoutez, continua Roberto, nous avons trouvé une solution parfaite. Il y a une très bonne résidence à environ 20 pâtés de maison d'ici, elle s'appelle Villa Esperanza, nous sommes allés la visiter la semaine dernière et elle est magnifique. Elle a des jardins, des activités pour les résidents, des infirmières 24 heures sur 24, nourriture incluse, vous serez très bien soignés. Elena sentit le monde s'écrouler sur elle. Une résidence? Il voulait l'envoyer dans une maison de retraite. Non, dit-elle d'une voix tremblante, je ne veux aller dans aucune résidence. Carmen se pencha en avant. Maman, tu n'as pas le choix, tu ne peux plus prendre soin de toi seule et aucun de nous ne peut t'emménager avec toi ou t'emmener vivre dans nos maisons. Roberto a sa famille, j'ai mon travail qui exige que je voyage beaucoup et Miguel. Miguel a aussi sa vie, compléta Miguel en regardant vers le sol. Elena regarda ses 3 enfants, comme si elle les voyait pour la première fois. C'étaient les personnes qu'elle avait élevées, qu'elle avait nourries quand elles étaient malades, qu'elle avait consolées quand elles pleuraient, qu'elle avait applaudi à chaque remise de diplôme, chaque réussite, chaque moment important de leur vie. Et si je ne veux pas y aller? Roberto soupira et ouvrit le dossier. Maman, nous avons déjà pris la décision. Regarde, ici j'ai tous les papiers prêts, nous avons juste besoin que tu signes pour autoriser ton entrée dans la résidence et pour que nous puissions vendre cet appartement. Vendre l'appartement. Elena se leva brutalmente. C'est ma maison, c'est ici que vous êtes née, c'est ici que votre père est mort, c'est ici que sont tous mes souvenirs. Les souvenirs, tu les emportes avec toi, dit Carmen d'une voix pratique qu'elle utilisait quand elle parlait de finances à la banque. Maman, sois réaliste. Cet appartement est trop grand pour toi seul, les frais de maintenance sont élevés, avec ce que nous obtiendrons de la vente, nous pouvons payer la résidence pendant plusieurs années. Elena se rendit compte qu'ils avaient tout planifié, ils n'étaient pas venus la consulter, ils étaient venus l'informer d'une décision qu'ils avaient déjà prise. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? Tous les 3 échangèrent des regards. Depuis que papa est mort, admit Roberto finalement, nous savions que tu aurais éventuellement besoin de plus de soins, éventuellement. Il ne s'est écoulé que 2 ans, 2 ans pendant lesquels tu as été seule, maman, dit Carmen, 2 ans pendant lesquels nous nous sommes inquiétés chaque jour pour toi. Elena alla vers la fenêtre et regarda la rue où elle avait vécu pendant 30 ans. Elle connaissait tous les voisins, elle savait quel jour passait le camion de la poubelle et à quelles heures ouvraient les magasins du quartier. C'était sa vie, sa routine, son monde. Ils ont visité la résidence sans m'en parler. Nous voulions nous assurer que c'est un bon endroit avant de t'en parler, expliqua Miguel. Elena se tourna pour les regarder. Et il ne vous est pas venu à l'esprit que peut-être je voudrais y aller avec vous, que peut-être je voudrais donner mon avis sur l'endroit où vous allez m'envoyer passer le reste de ma vie. Roberto commença à montrer des signes d'agacement. Maman, nous ne t'envoyons nulle part, nous t'emmenons dans un endroit où tu seras en sécurité et bien soigné. Et si je ne me sens pas en sécurité ici? Mais tu ne le es pas, insista Carmen. Maman, tu as 73 ans. Que se passe-t-il si tu tombes et que tu te casses une hanche? Que se passe-t-il si tu as un problème de santé au milieu de la nuit? Que se passe-t-il si... Elena leva la main pour l'interrompre. Que se passe-t-il si je veux simplement vivre ma vie en paix, dans ma propre maison? Le silence emplit la pièce. Elena pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale que Carlos avait acheté lors de leur premier Noël en tant que mari et femme, elle pouvait entendre les bruits familiers de l'immeuble, la dame de l'appartement du dessus marchand, l'ascenseur montant et descendant, les enfants jouant dans la cour. Roberto s'éclaircit la voix. Maman, nous avons déjà fait toutes les démarches, la résidence a une très longue liste d'attente, mais nous avons réussi à te trouver une place. Si nous ne la prenons pas maintenant, tu pourrais te retrouver sans autre option.
Et si je ne veux pas de cette option? Tu n'as pas d'autre option, dit Roberto avec fermeté. Elena regarda Miguel, espérant que lui, son fils le plus sensible, dirait quelque chose pour la défendre, mais Miguel évitait d'établir un contact visuel avec elle. Miguel, dit Elena doucement, crois-tu aussi que je devrais quitter ma maison? Miguel leva finalement les yeux, ses yeux étaient humides. Maman, nous ne voulons pas que tu partes, mais nous ne voulons pas non plus qu'il t'arrive quoi que ce soit de mauvais. Et il ne vous est pas venu à l'esprit que peut-être vous pourriez m'aider à rester ici? Embaucher quelqu'un qui vienne faire le ménage une fois par semaine, installer une alarme médicale, m'appeler plus souvent? Carmen secoua la tête. Ce serait très cher, maman, et cela ne résoudrait pas le problème principal. Quel est ce problème principal? Que tu es seule, dit Roberto, et plus tu passes de temps seule, pire ce sera. Elena sentit que la pièce se mettait à tourner. Pendant toute sa vie, elle avait été la femme forte de la famille. Quand Carlos a perdu son travail pendant la récession des années 80, elle avait trouvé un emploi de couturière pour maintenir les finances familiales à flot. Quand Roberto avait eu des problèmes à l'université, elle avait parlé au professeur et avait obtenu qu'il lui donne une seconde chance. Quand Carmen a traversé son divorce, Elena a gardé ses petits-enfants pendant des mois. Quand Miguel a eu son accident de voiture, elle avait passé des jours entiers à l'hôpital pour l'accompagner, et maintenant ces mêmes enfants lui disaient qu'elle ne pouvait pas prendre soin d'elle-même. Si cette histoire te touche le cœur, n'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi pour plus d'histoires réelles comme celle-ci et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler l'importance d'écouter nos aînés. Ton soutien me permet de continuer à t'apporter ces histoires poignantes. Roberto lui tendit les papiers. Maman, j'ai besoin que tu signes ces documents ici, là où il y a les marques jaunes. Elena regarda les papiers, les lettres semblaient danser devant ses yeux, non pas à cause de problèmes de vue, mais à cause des larmes qui menaçaient de couler. Puis-je d'abord les lire? Roberto consulte sa montre. Ce sont des documents très techniques. Maman, ils autorisent essentiellement ton entrée dans la résidence et nous donnent le pouvoir de vendre l'appartement et de gérer les démarches légales. Mais je veux les lire. Carmen soupira d'impatience. Maman, il est 16 heures, les enfants ont des activités extrascolaires, Roberto doit préparer un cas pour demain et j'ai une présentation tôt. Pouvons-nous accélérer ça? Elena a regardé sa fille avec incrédulité. Accélérer ça, Carmen? Nous parlons de ma vie. C'est précisément pour cela que nous avons besoin que tu signes, a dit Carmen, pour assurer ta vie. Elena a pris les papiers avec des mains tremblantes. Il y avait au moins 10 pages remplies de termes légaux qu'elle ne comprenait pas complètement, mais une chose, elle comprenait. Il faisait cela sans son consentement réel, il la pressait pour qu'elle signe quelque chose qui changerait toute sa vie et il n'avait même pas la patience de la laisser lire ce qu'elle signait. Quand devrais-je m'en aller? Samedi prochain, a répondu Roberto, nous avons déjà programmé le déménagement. Vous avez déjà programmé le déménagement? Elena ne pouvait pas croire ce qu'elle était en train d'entendre. Sans me demander. Nous voulions que tout soit prêt pour que ce soit le plus facile possible pour toi, a expliqué Miguel. Elena s'est levée et a marché vers l'étagère où se trouvaient les photographies familiales. Là, il y avait la photo de son mariage, jeune et rayonnant, rempli d'espoir pour le futur qu'ils construiraient ensemble, les photos de ses enfants quand ils étaient petits, avec ses sourires édentés et l'innocence dans les yeux, les photos de remise de diplôme, anniversaire, Noël, toutes les occasions où ils avaient été une famille heureuse. Savez-vous ce qui me fait le plus mal dans tout ça? A-t-elle dit sans se retourner, ce n'est pas qu'ils veulent m'envoyer dans une résidence, c'est qu'il est décidé sans moi, ils m'ont exclu complètement d'une décision qui va changer ma vie pour toujours. Roberto s'est mis debout. Maman, nous ne t'avons pas exclu, nous sommes en train de t'inclure maintenant. Elena s'est tournée pour l'affronter. Non, Roberto, vous êtes en train de m'informer, il y a une très grande différence. Quelle est la différence? A demandé Carmen. Que quand tu inclus quelqu'un dans une décision, tu lui donnes l'opportunité de dire non. Le silence est revenu remplir la pièce. Elena pouvait sentir la tension dans l'air comme un orage électrique sur le point d'éclater. Maman, a dit Miguel doucement, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Ne pouvons-nous pas être tranquilles en sachant que tu es seule ici? Elena a regardé son fils cadet, celui qui avait toujours été plus sensible que ses frères. Miguel, tu te rappelles quand tu avais 8 ans et que tu as perdu ton chien? Miguel a acquiescé, confus par le changement de sujet. Tu voulais sortir le chercher seul, mais je t'ai dit que c'était dangereux. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Non, tu m'as dit, maman, c'est mon chien, je sais où chercher, et tu avais raison, à la fin tu l'as trouvé sous le porche de la maison des voisins, dans le lieu exact où tu avais dit qu'il pourrait être. Miguel a froncé les sourcils sans comprendre où sa mère voulait en venir. C'est ma vie, Miguel. Je sais où chercher mon bonheur, et ce n'est pas dans une résidence entourée d'étrangers. Carmen s'est mise debout brusquement. Maman, ce n'est pas une situation comparable.
Tu étais adulte quand Miguel avait 8 ans, maintenant quoi? Maintenant suis-je une enfant? Maintenant, tu es une personne âgée qui a besoin de soins spéciaux, a dit Carmen avec cette voix condescendante qu'Elena avait appris à détester. Elena a marché de retour à sa chaise et s'est assise lentement, elle a regardé ses 3 enfants, ces adultes dans lesquels s'étaient transformés ses bébés, et elle a ressenti une tristesse profonde qui n'avait pas à voir seulement avec la décision qu'ils voulaient lui imposer, mais avec la distance qui avait grandi entre eux. Savez-vous ce qui me fait le plus mal? A-t-elle demandé d'une voix brisée, que vous, qui avez été élevé par une femme qui vous a toujours respecté, toujours écouté, toujours inclus dans les décisions familiales importantes, ne me donniez pas le même respect. Roberto s'est assis de nouveau et a adopté un ton plus doux. Maman, nous te respectons, c'est pour cela que nous voulons prendre soin de toi. Non, Roberto, prendre soin de quelqu'un signifie s'assurer qu'il va bien, le respecter signifie l'inclure dans les décisions concernant sa propre vie. Elena a pris les papiers et a commencé à les feuilleter lentement, elle pouvait sentir l'impatience de ses enfants, elle pouvait voir comment Roberto consultait sa montre toutes les quelques minutes, comment Carmen tapotait ses doigts sur son sac à main, comment Miguel se remuait inconfortablement sur son siège. Avez-vous vu d'autres résidences ou seulement celle-ci? Seulement celle-ci, a admis Carmen, mais nous avons fait beaucoup de recherches, elle a d'excellentes références. Et combien coûte-t-elle? Roberto a mentionné un chiffre qui a fait qu'Elena a ouvert les yeux, c'était presque 3 fois ce qu'elle dépensait mensuellement en vivant dans son propre appartement. Et comment vont-ils payer ça? Avec l'argent de la vente de l'appartement, expliqua Roberto, et si cela suffit, tous les 3, nous pouvons couvrir la différence. Elena réalisa qu'ils avaient tout calculé, ils avaient fait les chiffres, ils avaient évalué les options, ils avaient pris toutes les décisions pratiques, la seule chose qu'ils n'avaient pas faite était de lui demander ce qu'elle voulait. Et si je disais non, tous les 3 la regardèrent comme si elle avait dit une absurdité. Maman, dit Roberto avec une patience forcée, ce n'est pas envisageable. Pourquoi pas? Parce que tu ne peux plus vivre seule, répéta Carmen comme si c'était une évidence. Et qui a décidé de cela? La réalité, dit Roberto, les faits, ton âge, ta situation, les incidents que tu as eus récemment. Elena se leva de nouveau et se dirigea vers la cuisine. Ses enfants la suivirent en formant une petite procession dans l'appartement. Je veux vous montrer quelque chose, dit Elena. Elle ouvrit le réfrigérateur qui était parfaitement organisé et propre, elle ouvrit les placards où toutes les assiettes et les verres étaient à leur place, elle ouvrit le four qui était impeccable. Est-ce la cuisine d'une personne incapable de prendre soin d'elle-même? Maman, commença Carmen, mais Elena l'interrompit aussitôt. Maintenant, venez avec moi. Elle les emmena à la salle de bain qui était propre et ordonnée, puis à sa chambre où le lit était fait et les vêtements étaient pliés dans le placard. Voyez-vous ici quoi que ce soit qui indique que je suis incapable de prendre soin de moi? Miguel semblait mal à l'aise. Maman, ce n'est pas seulement l'appartement, mais ta sécurité. Ma sécurité? Elena répéta ces mots lentement. Savez-vous ce qui me donne un sentiment d'insécurité? Que mes propres enfants décident de mon avenir sans même me consulter. Ils retournèrent au salon où les papiers attendaient toujours sur la table de la salle à manger. Elena se rassit et regarda les documents. Il y avait, sur chaque page, une ligne pour sa signature, marquée avec un surligneur jaune pour qu'elle soit facile à trouver. Avez-vous un stylo? Demanda-t-elle enfin. Roberto se dépêcha de lui donner un stylo cher en métal argenté. Voilà, maman, signe seulement là où il y a les marques jaunes. Elena prit le stylo et le tint au-dessus du premier document. Elle pouvait sentir l'attente de ses enfants, leur soulagement qu'elle allait finalement coopérer, mais, avant de signer, Elena leva les yeux et regarda chacun de ses enfants dans les yeux. Je veux que vous sachiez quelque chose, dit-elle d'une voix ferme, pendant 73 ans, j'ai pris mes propres décisions, j'ai décidé d'épouser votre père quand tout le monde me disait que j'étais trop jeune, j'ai décidé de vous avoir quand nous n'avions pas beaucoup d'argent, j'ai décidé de travailler quand votre père a perdu son emploi, j'ai décidé de soigner votre père à la maison quand il est tombé malade même si les médecins me disaient qu'il serait plus facile de l'emmener à l'hôpital. Ses enfants l'écoutaient en silence. Toutes ces décisions, je les ai prises en pensant toujours à ce qui était le mieux pour ma famille, personne ne m'a jamais forcé à faire quelque chose que je ne voulais pas faire, et maintenant vous essayez de me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas. Elena regarda de nouveau les papiers, sa main tremblait légèrement, non pas par faiblesse, mais par l'émotion qui l'envahissait, mais vous êtes mes enfants, et même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, même si cela me fait mal que vous ne m'ayez pas suffisamment respecté pour m'inclure dans cette décision depuis le début, je vais signer ces papiers. Roberto Sourit de Saúl i Ment. Merci, maman, tu verras que c'est le mieux. Elena acquiesca lentament. Peut-être avez-vous raison, peut-être est-ce le mieux. D'une main prudente mais ferme, Elena commença à écrire son nom sur la première marque jaune, Elena Rodriguez, mais à côté de sa signature, elle ajouta quelque chose de plus, qu'elle écrivit en petites lettres mais lisibles.
Roberto rangeait d'autres documents dans sa mallette et ne prêtait pas attention à ce que sa mère écrivait. Carmen vérifiait son téléphone en répondant à des messages de travail, et Miguel regardait par la fenêtre, clairement mal à l'aise avec toute la situation. Elena passa à la 2e page et signa de nouveau, ajoutant encore ces mots supplémentaires à côté de la signature. Page après page, Elena continua le même schéma, elle signait son nom là où on le lui avait indiqué, mais chaque fois, elle ajoutait quelque chose de plus. Ses enfants, désireux de terminer la procédure et soulagés qu'elle coopère enfin, ne prirent pas la peine de vérifier ce qu'elle écrivait. Quand Elena signa la dernière page, elle referma le dossier et le rendit à Roberto. « C'est prêt » dit-elle simplement. Roberto prit le dossier sans même l'ouvrir pour vérifier que tout était en ordre. « Parfait, maman, merci beaucoup, tu vas vite t'adapter à la résidence, tu verras. » Carmen se leva et donna à Elena une accolade rapide. « Maman, tu seras beaucoup mieux soignée, tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. » Miguel fut le dernier à s'approcher, son accolade fut plus longue, plus sincère. « Je t'aime, maman, » murmura-t-il à son oreille. « Je t'aime aussi, mon fils, » répondit Elena en caressant le dos de son plus jeune fils comme elle le faisait quand il était petit et qu'il avait des cauchemars. Roberto a gardé le dossier dans sa serviette et a fermé les serrures avec un son métallique qu'Elena a ressenti comme le bruit d'une cellule de prison se refermant. « Bien, maman, samedi nous venons tôt avec l'entreprise de déménagement, emballe seulement l'essentiel, car dans la résidence il n'y a pas beaucoup de place pour les choses personnelles. » Elena acquiesca. « Puis-je emporter quelques photographies ? » « Bien sûr, dit Carmen, mais seulement quelques-unes, peut-être les plus importantes d'entre elles. Elena regarda autour de son salon, toutes ces photographies qui documentaient une vie entière. Comment pouvait-elle choisir lesquelles étaient les plus importantes ? La photo de son mariage, celle de la naissance de ses enfants, celle des remises de diplômes, celle des anniversaires, celle des Noëls. La famille et mes livres, Roberto soupira. « Maman, dans la résidence, il y a une bibliothèque, tu n'as donc pas besoin d'emporter tous tes livres. » Elena regarda sa petite bibliothèque personnelle, pleine de romans qu'elle avait lus et relus, de livres de cuisine qu'elle avait utilisés pendant des décennies, de livres d'histoire que Carlos lui avait offerts pour différents anniversaires. Chaque livre avait son histoire, un souvenir associé. Et la vaisselle de grand-maman. Carmen secoua la tête. « Tu n'auras pas besoin de vaisselle, maman, toute la nourriture est servie dans la salle à manger principale. » La vaisselle de porcelaine qui avait appartenu à la mère d'Elena, qui s'était transmise de génération en génération, qu'Elena avait utilisée lors de chaque dîner spécial pendant 30 ans. Et le piano. Le silence fut pour réponse. Le vieux piano droit où Elena avait appris à jouer quand elle était jeune, où elle avait enseigné à ses enfants les premières notes, où elle jouait encore quand elle se sentait seule. Roberto S.E. Claircit-Lagouri. Maman, nous devons être pratiques. La chambre dans la résidence est petite, seulement l'essentiel. Elena se demanda ce qu'il considérait comme essentiel dans une vie de 73 ans. Quand puis-je aller visiter la résidence ? Les trois échangèrent des regards à nouveau. Maman, dit Carmen avec précaution, tout est déjà arrangé. Samedi, tu t'installes directement sans la visiter avant. Nous la connaissons déjà, dit Roberto. Elle est très jolie, elle va te plaire. Elena sentit une nouvelle vague d'indignation. Non seulement ils avaient décidé de l'envoyer dans une résidence sans la consulter, mais ils n'allaient même pas lui permettre de visiter l'endroit avant d'y déménager. « Et si je n'aime pas l'endroit quand j'arrive ? » « Elle va te plaire, insista Carmen. Elle a des jardins très jolis et il y a des activités tous les jours. Des musicothérapeutes viendront, il y a des cours de travaux manuels. Elena écouta cette description comme si Carmen parlait d'une colonie de vacances pour enfants, et non d'un endroit où elle passerait le reste de sa vie. Miguel s'approcha d'elle à nouveau. « Maman, nous allons te rendre visite chaque semaine, tu ne seras pas seule. » Chaque semaine. Elena savait que c'était une promesse qu'il ne pourrait pas tenir. Roberto travaillait 60 heures par semaine, Carmen voyageait constamment pour le travail et Miguel vivait à l'autre bout de la ville. « Bien, aussi souvent que nous le pourrons, » corrigea Miguel, confirmant les soupçons d'Elena. Roberto consulta sa montre une fois de plus. « Bon, maman, nous devons y aller. Roberto Junior a un match de football à 18 heures. » Elena se rendit compte que même en ce moment, dans cette conversation qui changerait sa vie à jamais, ses enfants avaient des choses plus importantes à faire. Elle les accompagna jusqu'à la porte. Un par un, ils se sont séparés d'elle avec des baisers et des embrassades qui ressemblaient à des adieux finaux. « Rappelle-toi, maman, » dit Roberto avant de sortir, « emballe seulement l'essentiel et ne te préoccupe pas de nettoyer l'appartement, nous nous occupons de tout après. » « Après quoi ? Après ton déménagement ? Nous devons le préparer pour la vente. » Elena acquiesça, sentant chaque mot comme un clou de plus dans son cercueil. Quand la porte se referma,
Elena resta debout sur le seuil quelques minutes. L'appartement se sentait différent maintenant, comme s'il ne lui appartenait plus complètement, comme si ce n'était plus qu'un lieu temporaire où elle était de passage. Elle se dirigea lentement vers sa chaise préférée et s'y assit. Le silence de la maison se faisait sentir plus profond qu'avant, c'était le silence d'une vie qui était en train de se terminer, non pas par la mort, mais par la décision des autres. Elena ferma les yeux et essaya d'imaginer sa vie dans une semaine. Elle se réveillerait dans une chambre qu'elle ne connaissait pas, entourée de personnes qu'elle ne connaissait pas et suivant des routines que d'autres avaient établies pour elle. Plus de café préparé à sa façon dans sa propre cuisine, plus de moments dans sa chaise préférée devant le journal télévisé du soir, plus d'arrosage des plantes du petit jardin à la fenêtre, plus les sons familiers de l'immeuble qui ont été la bande sonore des 30 dernières années de sa vie. Elle se leva et alla jusqu'à la fenêtre. Dans la rue, la vie suivait son cours normal. Les enfants jouaient dans le parc d'en face, des mères poussaient des poussettes, des travailleurs rentraient chez eux après une longue journée. Tout semblait normal, mais pour Elena, tout avait basculé. Elle alla au téléphone et composa le numéro de sa sœur cadette, Esperanza, qui habitait une autre ville. « Elena, comment vas-tu, ma sœur ?» Esperanza. Elena fut surprise d'entendre sa propre voix se briser. « J'ai besoin de te raconter quelque chose. » Pendant l'heure qui suivit, Elena raconta à sa sœur tout ce qui s'était passé. Esperanza l'écouta en silence, poussant d'occasionnelles exclamations de surprise et d'indignation. « Et tu as signé les papiers ?» demanda Esperanza quand Elena eut terminé son récit. « Oui, je les ai signés, » dit Elena. « Elena, je n'arrive pas à croire que tes enfants aient fait ça sans te consulter, sans même t'emmener visiter l'endroit. »« J'ai du mal à le croire aussi, » admit Elena, « mais c'est déjà fait. »« Non, ma sœur, ce n'est pas encore fait. Tu peux changer d'avis, tu peux leur dire que tu n'iras pas. » Elena soupira. « Et après, quoi ? Vivre en sachant que mes propres enfants me croient un fardeau, savoir qu'ils s'inquiètent tout le temps pour moi. » Elena, tu n'es pas un fardeau, tu es une femme indépendante qui a pris soin d'elle-même pendant 73 ans. Mais ils ne le voient pas ainsi. Alors, ils ont tort. Elena resta silencieuse, considérant les paroles de sa sœur. Esperanza, penses-tu que je suis têtue, qu'ils ont peut-être raison et que je devrais être dans un endroit où l'on prend soin de moi? Elena, as-tu l'impression d'avoir besoin qu'on prenne soin de toi? Elena considéra la question avec honnêteté. Non, je me sens parfaitement capable de prendre soin de moi toute seule. Oui, je suis tombée une fois, oui, j'ai oublié de fermer le gaz une fois, mais ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, à tout âge. Alors, fais confiance à ton propre jugement. Après avoir raccroché avec sa sœur, Elena s'assit à la table de la salle à manger, là où les papiers avaient été quelques minutes plus tôt. Elle pensa aux mots qu'elle avait écrits à côté de sa signature sur chaque document, des mots que ses enfants n'avaient pas lus, des mots qu'ils ne liraient peut-être jamais avant qu'il ne soit trop tard. Elle alla dans sa chambre et commença à sortir quelques affaires du placard. Si elle devait déménager samedi, elle devait commencer à décider ce qu'elle emporterait, mais en tenant chaque objet, chaque vêtement, chaque photographie, elle se rendait compte qu'elle n'était pas en train de préparer ses affaires pour une nouvelle vie, mais pour un adieu. Elle prit la lettre de Carlos qu'elle avait lue ce matin et la relut. « Ne laisse personne, pas même eux, décider de ce qui est le mieux pour ta vie. » Elena plia la lettre soigneusement et la rangea dans son sac à main. Puis elle reprit le téléphone et composa un numéro qu'elle avait mémorisé il y a des années, mais qu'elle n'avait jamais utilisé. Cabinet Herrera et Associés, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Maître Herrera, s'il vous plaît. Puis-je vous demander quel est le sujet? Elena prit une profonde inspiration. C'est une question de quelques documents que j'ai signés cet après-midi et que je crois devoir réviser avec un avocat. Un moment, s'il vous plaît. Pendant qu'elle attendait, Elena regarda autour de son appartement une fois de plus. Peut-être que ses enfants avaient raison et qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Peut-être était-elle têtue et orgueilleuse. Peut-être devrait-elle être reconnaissante qu'il se soucie d'elle, mais aussi, peut-être avait-elle le droit de décider elle-même comment elle voulait vivre le reste de sa vie. Madame, le licencié Herrera peut la recevoir demain à la première heure, si c'est urgent. Elena regarda l'horloge. Elle avait encore 5 jours avant samedi, 5 jours pour décider si elle allait accepter passivement la décision que d'autres avaient prise pour elle ou si elle allait lutter pour garder le contrôle sur sa propre vie. Oui, dit-elle d'une voix ferme, c'est très urgent, je serai là demain tôt. Quand elle raccrocha le téléphone, Elena se sentit différente. Pour la première fois depuis l'appel de Roberto ce matin, elle sentit que peut-être elle n'était pas complètement impuissante face à cette situation. Elle se dirigea vers la cuisine et se prépara une tasse de thé, en utilisant la vaisselle de porcelaine de sa grand-mère, que, selon Carmen, elle ne pourrait pas emporter à la résidence. Pendant qu'elle sirotait son thé dans la tranquillité de son foyer, Elena commença à planifier ce qu'elle dirait au licencié Herrera le jour suivant,
parce que si elle avait appris quelque chose en 73 ans de vie, c'était qu'il n'était jamais trop tard pour se défendre. Et pendant que le soleil se couchait sur la ville, Elena Rodriguez se prépara pour la lutte la plus importante de sa vie. La lutte pour maintenir sa dignité et son droit de décider de son propre destin. L'appartement se remplit des ombres du crépuscule, mais pour la première fois de toute la journée, Elena ne se sentit pas effrayée par l'obscurité qui approchait. Elena termina son thé et lava soigneusement la tasse de porcelaine, en la séchant avec le même soin qu'elle avait mis dans chaque geste domestique pendant des décennies. Pendant qu'elle rangeait la vaisselle à sa place, elle se rendit compte que ceci pourrait être ses derniers jours à réaliser ces rituels simples mais significatifs dans sa propre cuisine. La nuit tomba sur l'appartement avec cette tranquillité particulière des dimanches. Elena alluma seulement une lampe dans la salle, créant un cercle de lumière chaude autour de son fauteuil préféré. Elle s'assit avec une couverture sur les jambes, la même qu'elle avait tissée pendant le dernier hiver de la vie de Carlos, et réfléchit aux événements de la journée. Ses mains trouvèrent automatiquement le téléphone. Sans trop y penser, elle composa le numéro de Roberto. « Maman, est-ce que tout va bien ?» La voix de son fils sonnait surprise, il n'était pas habituel qu'elle appelle le soir. « Oui, Roberto, je voulais seulement. » Je voulais te remercier de te soucier de moi. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Maman, tu n'as pas à nous remercier de rien, nous voulons seulement le meilleur pour toi. »« Je le sais, mon fils, je le sais. » Elena ferma les yeux. « Roberto, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr, maman, es-tu heureux ?» La question parut le surprendre. « Oui, je suis heureux, oui, maman. J'ai ma famille, mon travail, ma maison. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, je t'ai demandé si tu es heureux. » Roberto resta silencieux pendant un moment. « Maman, d'où vient cela ? Je veux seulement savoir si mon fils aîné, l'enfant qui courait vers moi quand il avait des cauchemars, le jeune homme qui pleura dans mes bras quand il ne fut pas accepté dans sa première option d'université, si cet homme est heureux avec la vie qu'il a. Maman, » la voix de Roberto se brisa légèrement, « je vais bien, nous allons tous bien. » Aller bien n'est pas la même chose qu'être heureux, Roberto. Elena écouta un soupir profond de l'autre côté de la ligne. « Sais-tu ce qui me rendait heureuse quand tu étais petit ?» continua Elena, « voir ton visage quand tu arrivais de l'école et que tu me racontais tout ce que tu avais appris ce jour-là, voir comment tu aidais tes frères cadets avec leurs devoirs, voir comment tu t'éclairais quand tu réussissais quelque chose de nouveau. Maman, pourquoi me dis-tu cela ? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es venue chez moi, je n'ai vu rien de cette lumière dans tes yeux. J'ai vu un homme accomplissant une obligation, et je me demande si tu as perdu cette capacité d'être heureux, ou si tu l'as seulement mise en pause. » Roberto ne répondit pas immédiatement. « Le bonheur ne vient pas de faire ce que les autres attendent que tu fasses, » continua Elena, « il vient de faire ce que tu sais dans ton cœur qui est correct. Maman, ce que nous avons fait aujourd'hui est correct, est-ce le meilleur pour toi, ou est-ce le plus facile pour vous ?» La question resta suspendue dans l'air comme une accusation. « Maman, ce n'est pas juste que tu dises cela, Roberto, je te connais depuis que tu étais de la taille de ma main, je sais quand tu fais quelque chose parce que c'est correct et quand tu le fais parce que tu te sens obligé. » Elena écouta du bruit de fond, la télévision, des voix de ses petits-enfants, la vie normale d'une famille un dimanche soir. « Maman, je dois raccrocher, les enfants ont l'école demain. »« D'accord, mon fils, seulement pense à ce dont nous avons parlé. Oui, je t'aime, maman. Moi aussi je t'aime, Roberto. » Toujours après avoir raccroché, Elena resta assise dans la pénombre pendant longtemps. Les lumières de la rue se filtraient à travers les rideaux, créant des motifs familiers sur les murs qu'elle regardait depuis 30 ans. Elle se leva et marcha jusqu'à sa chambre. Là, dans le tiroir de sa table de chevet, elle gardait un journal qu'elle avait commencé après la mort de Carlos. Elle n'écrivait pas tous les jours, seulement quand elle sentait qu'elle avait besoin de traiter quelque chose d'important. Elle ouvrit le cahier à une page blanche et commença à écrire « Dimanche 6 avril. Aujourd'hui, mes enfants sont venus me dire que je dois quitter ma maison. Ils disent que c'est pour mon propre bien, que je ne peux plus prendre soin de moi seule. J'ai signé les papiers qu'ils ont apportés, mais je ne crois pas qu'ils aient lu ce que j'ai écrit à côté de ma signature. J'ai passé toute ma vie à prendre des décisions difficiles. J'ai décidé de me marier jeune, j'ai décidé d'avoir des enfants quand à peine Carlos et moi pouvions nous maintenir, j'ai décidé de travailler quand ce fut nécessaire, j'ai décidé de prendre soin de Carlos à la maison pendant sa maladie au lieu de l'emmener à un hôpital. Toutes ces décisions, je les ai prises avec amour, mais aussi avec la certitude que c'était mes décisions à prendre. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, quelqu'un d'autre a décidé pour moi et ces personnes furent mes propres enfants. Je ne sais pas si ce que j'ai fait en signant ces papiers fut correct, je ne sais pas si je devrais lutter contre cette décision ou l'accepter avec grâce. Ce que je sais, c'est que demain je vais chercher de l'aide pour comprendre exactement ce que j'ai signé. Carlos, si tu peux m'écouter d'où que tu sois, j'ai besoin de ta sagesse, que ferais-tu à ma place ? Elena ferma le journal et le rangea de nouveau dans le tiroir.
Ensuite, elle se prépara à dormir, mais le sommeil ne vint pas facilement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des images d'une chambre inconnue, de visages étrangers, de routines imposées par d'autres. Vers minuit, elle s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre du salon. La ville nocturne s'étendait devant elle, des millions de lumières représentant des millions de vies. Elle se demanda combien de ces personnes dormaient là où elle voulait vraiment être. Et combien étaient là où d'autres avaient décidé qu'elle devait être. L'immeuble était silencieux, les Martines de l'appartement voisin dormaient probablement. Ils devaient se lever tôt pour aller travailler. Madame Lopez, à l'étage du dessus, serait en train de préparer ses médicaments nocturnes pour l'arthrite. Le jeune étudiant de l'appartement du dessous serait éveillé et en train d'étudier, comme il le faisait toutes les nuits. Tous avaient leur propre vie, leur propre routine, leurs propres décisions à prendre chaque jour. Tous étaient maîtres de leur propre destin. Elena est retournée à son lit et a finalement réussi à trouver le sommeil, mais ses rêves étaient remplis d'images confuses. Des valises qu'elle n'arrivait pas à finir de faire, des pièces qui changeaient de forme chaque fois qu'elle les regardait, des voix qui l'appelaient mais qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle s'est réveillée avant l'aube, comme elle l'avait fait pendant les 50 dernières années, mais cette fois, en ouvrant les yeux dans la pénombre familière de sa chambre, elle a eu l'impression de se réveiller dans sa maison pour la dernière fois. Elle s'est levée lentement et s'est dirigée vers la cuisine pour préparer son café du matin. Pendant qu'elle attendait que l'eau bouille, elle a regardé par la fenêtre. Le ciel qui commençait à s'éclaircir était lundi. Dans 5 jours, si tout se passe selon les plans de ses enfants, elle serait en train de se réveiller dans un endroit complètement différent. Mais, pendant qu'elle versait le café dans sa tasse préférée, Elena Rodriguez a senti quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis hier, de la détermination. Elle avait un rendez-vous avec le licencié Herrera dans quelques heures, et après ce rendez-vous, elle saurait enfin si les mots qu'elle avait écrits à côté de sa signature avaient un quelconque pouvoir légal ou si elle avait perdu à jamais le contrôle de sa propre vie. Elena s'est assise sur sa chaise préférée avec son café, en regardant le lever du soleil à travers les rideaux qu'elle avait elle-même choisis et installés des années auparavant. Peu importe ce qui se passerait dans les prochains jours, ce moment lui appartenait complètement, et pour l'instant cela devait suffire. La lumière du nouveau jour se filtrait lentement par la fenêtre, illuminant le visage d'une femme qui avait vécu 73 ans en prenant ses propres décisions et qui n'était pas prête à cesser de le faire. Maintenant, le samedi est arrivé, et avec lui le camion de déménagement. Roberto est arrivé avec une ponctualité suisse, une mallette à la main et le téléphone portable vibrant sans arrêt. Carmen est arrivée quelques minutes après, vérifiant une liste de contrôle sur sa tablette. Miguel est descendu de la voiture avec les yeux cernés et un thermos de café à la main. Tous espéraient trouver Elena prête avec sa valise près de la porte, résignée et docile, mais la porte était fermée et personne ne répondait. Roberto a frappé avec insistance, « Maman, ouvrez-nous, nous sommes arrivés. » Silence. Finalement, il a trouvé la clé de rechange sous le pot de fleurs, comme elle leur disait toujours de ne pas le faire. Ils ont ouvert la porte et l'appartement était vide. Sur la table de la salle à manger, juste à l'endroit où elle avait signé les papiers, il y avait une enveloppe fermée avec leurs 3 noms écrits à la main. Roberto, Carmen et Miguel. Roberto l'a ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite avec la même calligraphie soignée et décidée qu'ils connaissaient depuis leur enfance. « Chers enfants, oui, j'ai signé les papiers, mais j'ai aussi signé quelque chose de plus. J'ai tout annulé avec un pouvoir légal le lundi matin. Aucun de ces documents n'a de validité, ni l'autorisation de m'admettre dans la résidence, ni le pouvoir de vendre cet appartement. Cette maison est à moi et elle continuera de l'être jusqu'au jour où je déciderai le contraire. J'ai passé les derniers jours à me rappeler qui je suis, à me rappeler la femme qui tricotait en attendant qu'il rentre de l'école, celle qui a tenu bon sans pleurer quand ils sont tombés pour la première fois, celle qui n'a jamais abandonné même quand la vie était injuste. Cette femme est toujours vivante et ne va pas laisser qu'on lui arrache son droit de décider. Je ne suis pas partie par lâcheté, je suis partie pour me rappeler à moi-même et à vous que je ne suis pas née pour que d'autres prennent les décisions à ma place. Je vais bien, je pars pour quelques jours, mais je reviendrai à ma maison. Vous n'êtes pas invité à décider quand ni comment. Je n'ai pas besoin qu'on prenne soin de moi, j'ai besoin qu'on me respecte. Avec amour, maman. Roberto a baissé la lettre lentement. Personne n'a dit un mot. Carmen s'est laissée tomber sur une chaise, en état de choc. Miguel a souri pour la première fois depuis longtemps, il a souri avec fierté. Je le savais, a-t-il murmuré, je savais qu'elle ne se laisserait pas faire comme ça. Roberto a regardé autour de lui. La maison sentait toujours le café et l'histoire, la décision, Elena Rodriguez, et à ce moment-là, tous les 3 ont su qu'ils n'avaient pas perdu leur mère, ils avaient sous-estimé une lionne, une femme qui à 73 ans s'est levée contre le monde avec rien de plus qu'une tasse de café à la main et la dignité dans la poitrine. Et ce fut la dernière fois que quelqu'un a essayé de décider pour Elena Rodriguez,
parce que ce samedi, au lieu de commencer une nouvelle vie dans une résidence étrangère, Elena a écrit la première ligne du chapitre le plus puissant de tous, celui de sa liberté.